C'est moderne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Parlons RH. Alors, le temps de vous laisser arriver tranquillement, j'en profite pour vous souhaiter à tous une belle rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été ressourçant, reposant et que votre rentrée se passe en douceur. Donc moi, je suis Manon Consul, content manager chez Parlons RH et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mickaël. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue parmi nous. Alors, je vais te laisser te présenter, Mickaël, dans quelques instants, mais juste avant, je fais un petit rappel sur l'objet du webinaire, sur le sommaire et sur les modalités. Donc, aujourd'hui, on va parler de droit social, comment transformer les évolutions réglementaires en opportunités stratégiques. C'est un webinaire qui durera 45 minutes, comme tous les webinaires Parlons RH, et qui sera composé de trois temps forts, trois grandes parties. Donc, dans un premier temps, on posera un peu le contexte. Dans un deuxième temps, on verra pourquoi c'est un sujet important. Et ensuite, on verra les solutions, les champs d'application, ce qu'on peut mettre en place. Chacune de ces trois grandes parties sera suivie de moments d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction qui sont à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter dans un premier temps et puis pour échanger entre vous pendant le webinaire. En revanche, si vous avez des questions particulières à poser à Mickaël, je vous invite plutôt à utiliser l'onglet questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat puisque c'est là qu'on viendra piocher les questions au fur et à mesure. J'ai fait le tour pour le sommaire, pour les modalités. Donc maintenant, sans plus attendre, Mickaël, sans transition, est-ce que tu peux te présenter aussi XO Solutions rapidement, et puis après on parlera aussi de ton partenariat avec partenaire. Mais pour l'instant, présente-toi. Allez, je me présente. Bonjour à tous et à toutes, enchanté. Ceux qui me connaissent déjà, ça va être une redite. Je m'appelle Mickaël Maurice, je suis le dirigeant fondateur d'une structure qui s'appelle XO Solutions. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement en matière de paye et de RH, que ce soit en externalisation de la paye ou que ce soit en mise à disposition d'outils de paye et d'accompagnement RH et de solutions SIRH, pardon. On a créé la structure il y a 10 ans. Et oui, 2025 sera l'année de nos 10 ans. Aujourd'hui, on est parti de zéro. On le précise quand même, c'est important. Aujourd'hui, on est 26, bientôt 30. On accompagne un peu plus de 400 clients au quotidien sur les différentes missions que j'ai pu vous présenter avant. Ça représente bientôt 30 000 bulletins par mois si on raisonne en termes de bulletins de paye. Donc, on a le plaisir d'envoyer 30 000 bulletins à des salariés en France à chaque fin de mois. En parallèle, on accompagne également nos clients en SIRH et puis sur certaines solutions très particulières, type la BI et autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner de l'embauche à la débauche sur les différents besoins des directions de ressources humaines, des responsables paye et autres. On est basé non pas à Poissy, il y a souvent l'erreur, mais à Poisy, c'est bien dans le 74, en Haute-Savoie, à Annecy, au milieu des montagnes. L'entreprise a été fondée là-bas, donc on est resté là-bas, on est bien. Et puis on a un deuxième site à Strasbourg, qui est lié à une croissance externe qu'on a conservé, pour plein de raisons, et notamment une des raisons, c'est que c'est deux régions qui se complètent bien, donc on est très bien là où on est. Et nous avons un partenaire principal, privilégié, qui est Silae. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ou en ont entendu parler, qui nous accompagne aujourd'hui sur ce webinaire et qui nous accompagne au quotidien en nous fournissant un outil de bonne qualité, de très bonne qualité pour nos clients. Super. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat et du coup sur la raison pour laquelle toi tu es là aujourd'hui? Alors, le partenariat, l'origine du partenariat est assez ancienne puisque moi, ça date de 2012. C'était dans une ancienne vie quand je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable qui basculait sur Silae. J'ai eu l'occasion à ce moment-là de découvrir le logiciel, de découvrir les dirigeants de Silae. Et c'est tout naturellement, quand on a monté XO Solutions, qu'on s'est rapproché de Silae puisque l'outil était déjà à l'époque un outil extrêmement performant. Avec la particularité d'être le premier outil dit conventionnel, donc qui nous décharge quand on est sur les missions d'externalisation, notamment d'un certain nombre de sujets de suivi
d'évolution légale, d'évolution conventionnelle, réglementaire. Donc c'est un gain de temps et de sécurisation, ce qui nous a permis de nous concentrer sur d'autres missions. Et puis Silae a quand même enrichi, s'est quand même enrichi au fur et à mesure des années, avec de nouveaux outils. On pense à des outils de SIRH, on pense à du BI, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'était naturellement que dans ce webinaire qui consiste on va essayer de vous montrer comment on peut marier nos problématiques du quotidien, amis de la paye et amis du RH, avec des opportunités. Et Silae, de par ses outils, nous aide matériellement à faire cette démarche. Donc c'est tout naturellement qu'ils sont présents et qui nous accompagnent aujourd'hui. Et c'est notre partenaire principal et privilégié. On a la chance d'être membre du partenariat Alliance Top, ce qui fait également qu'on a des liens privilégiés avec Silae, avec les dirigeants de Silae, avec les équipes de Silae. Pas plus tard que ce matin, vous voyez, on a une petite panne qui est sans grande incidence, mais qui existe. Bon, on peut avoir un coup de téléphone sur un téléphone portable d'un responsable chez Silae en disant on a vu ça, est-ce que on peut regarder? On regarde et dans les 5 minutes le sujet est réglé. Donc ça c'est une vraie chance et on s'appuie sur ce lien étroit pour apporter du plus à nos clients. Ok, super. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette présentation. Tu as parlé tout à l'heure de 400 clients que vous accompagnez. Oui. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu, peut-être plus, qui ils sont, ce qu'ils font, leur taille d'entreprise, par exemple, etc. Ok. Secteur d'activité. Alors, nous, on accompagne des clients partout en France. Donc, on va du Finistère à Monaco et de Strasbourg au Pays Basque. Donc, c'est vraiment très, très large. On accompagne nos clients sur quasiment 200 conventions collectives. Donc, on n'a pas de secteur privilégié. On est multicarte. On fait tout. Parce qu'également, on a une équipe en interne qui suit. On a des juristes, etc. Donc, ça nous permet d'être également un bon relais à Silae. La taille de nos clients est très variable. On a historiquement un portefeuille qu'on a conservé d'entreprises type TPE-PE, plutôt en externalisation de paye, c'est des gens qu'on connaît, à qui on a recommandé Ixo Solutions, et du coup, on les accompagne et on monte sur des entreprises de grande taille, puisque notre plus gros client aujourd'hui, c'est un peu plus de 3500 salariés dans la métallurgie. Donc on est vraiment, on s'adapte vraiment. La majorité de nos clients sont des entreprises entre 50 et 1000, on va dire. Okay. La grande majorité de nos clients. Mais c'est vraiment variable. Et notre cœur de métier, c'est quand même l'accompagnement des PME, puisque c'est là-dessus qu'on sait mettre en place les process, que ce soit en mise à disposition ou que ce soit en externalisation. Ok. Et en parlant d'accompagnement, donc aujourd'hui, tu le sais, on est là pour parler de droit social. Donc, quel accompagnement, de quelle manière vous accompagnez ces clients justement sur cette Alors là, on le fait totalement sur mesure. C'est-à-dire que on a des clients qui nous prennent, on va dire, qu'on accompagne de manière standard. C'est-à-dire qu'ils ont une veille, ils ont des gestionnaires, des consultants qui sont là pour répondre à leurs demandes et pousser éventuellement de la nouveauté quand il y a. Et puis, on peut avoir des missions totalement sur mesure. On a accompagné un client jusqu'à recevoir les salariés. C'est-à-dire qu'on avait des consultants, des gestionnaires de chez nous qui allaient sur place chez le client, qui recevaient les salariés 1 ou 2 jours par mois pour expliquer les bulletins de paye, qui accompagnaient la DRH quand il y avait des sujets très spécifiques. Donc, c'est vraiment en fonction du besoin. La seule limite de nos interventions, ça va être le contentieux. On n'est pas cabinet d'avocats, on n'a pas vocation à le devenir. Donc, quand on est dans des phases contentieuses, pré-contentieuses, en général, on dirige vers des avocats partenaires. Super, merci beaucoup. Donc, je vous propose tout de suite de passer à la première partie. Donc, de quoi parle-t-on ? Peut-être pour donner un peu de contexte, c'est vrai que ces dernières années, il y a vraiment beaucoup d'évolutions au niveau des réglementations. Tout à fait. Ça impacte les entreprises, les services RH, les services de paye, etc. Au quotidien. Est-ce que tu veux nous en parler ? Oui, en fait, globalement, là, on enfonce une porte ouverte. Tous les gens qui sont autour du webinaire aujourd'hui sont confrontés chaque matin à l'angoisse de la nouveauté réglementaire. On a eu un paroxysme pendant la crise du Covid,
où on avait à chaque fois le matin, ah mais hier le ministre il a dit ça, oui bah ok le ministre il est gentil, il a dit ça, mais il n'empêche qu'on sait toujours pas comment on va devoir le faire. Bon, ça c'est un cas très particulier mais qui est révélateur d'une tendance de fond qui est quand même un peu propre à notre pays, on va pas se mentir, qui est une évolution constante des normes, des règles. Alors, ça a des côtés extrêmement positifs. Quand on fait évoluer des conventions collectives, ça veut dire qu'on a du dialogue social derrière, généralement. S'il est bien fait, il est fait de manière intelligente, tout le monde est gagnant, que ce soit les salariés, les employeurs, voilà, les partenaires, tout le monde. Mais parfois, on a quand même des éléments qui viennent plutôt nous embêter la vie qu'autre chose, on va dire. Et ça, c'est globalement constant. Et on le retrouve à toutes les étapes d'une vie de ressources humaines ou de gestion de paye. Ça va de l'embauche à la débauche. On a régulièrement des évolutions de normes, des évolutions de réglementation, des évolutions de formalités. Ça peut paraître bête, mais on met en exemple là la DSN. La DSN a quand même été un Big Bang pour tout le monde. Ça faisait des années qu'on faisait des DUX et des DADS, qui s'étaient transformés en N4DS. Et tout d'un coup, on nous dit on va faire des déclarations tous les mois et puis on va mettre 50 fois plus d'informations. Donc ça, c'est des petits Big Bang. Quand on met en place le prélèvement à la source, pareil, c'est un vrai Big Bang dans les organisations puisque ça change certaines choses et ça peut avoir des impacts. Le prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu, un élément tout bête, on a des clients dans certaines branches d'activité qui avaient l'habitude de négocier leur salaire en net. Et ben là, les dirigeants sont venus nous voir en nous disant mais comment je fais parce que j'ai un salaire en net, du coup il va falloir que je paye les impôts de mon salarié. Enfin voilà. Donc il y a des problématiques techniques parce que faut mettre en place le sujet déjà. Et puis il y a des problématiques du quotidien pour les RH et pour les gestionnaires de paye. Donc voilà. Donc l'idée c'est d'essayer de comprendre comment on peut marier ces évolutions avec notre quotidien, avec nos propres impondérables, pour les transformer en opportunités. On reste convaincus, nous au niveau d'Ixo, mais je pense que mes confrères sont pareils, on reste convaincus que si on répond bien à ces problématiques, que ce soit du point de vue pratico-pratique humain, mais également du point de vue technique, on peut transformer une obligation en une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a un aspect pratico-pratique et puis il va y avoir un aspect de présentation. Si on présente les choses forcément en disant « Ouh là là, on a encore ça à faire, ouh là là, il y a telle évolution, oh, ça va prendre du temps, oh mes équipes ». Certes, c'est un élément, mais si on prend du recul en se disant « Bon, dans tous les cas, on va devoir le faire, donc maintenant, prenons le verre à moitié plein et en quoi ces évolutions, on va pouvoir les utiliser pour apporter du plus dans nos organisations ». C'est une alchimie, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre, ça se réfléchit, ça s'accompagne, mais l'idée est là et globalement, je pense quand on fait correctement les choses, on parvient assez bien à nos fins. C'est une belle façon de voir les choses, effectivement. Alors, si vous avez des questions sur cette première partie, je vous invite à les poser tout de suite. Sinon, on continue, on enchaîne avec la deuxième partie, pourquoi est-ce important, en attendant de voir s'il y a quelques questions. Moi, j'en ai une à te poser. C'est pas une question piège, c'est absolument sur ce que tu viens de dire. C'est un petit résumé, toujours de mise en contexte. Selon toi, quels ont été les plus grands changements réglementaires ces dernières années? On est en train d'en vivre. On est en train d'en vivre un suite à l'alignement de la réglementation française sur la réglementation européenne en matière d'acquisition de congés payés durant les périodes d'arrêt maladie. Sur le papier, c'est très joli. L'application dans les faits est quand même très difficile parce que, alors là, clairement, je pense que c'est une bonne synthèse de ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que on a un aspect communication qui est extrêmement important parce qu'il va falloir expliquer ça à nos salariés, aux salariés de nos clients. Il va falloir le rendre intelligible parce que globalement, la règle, même pour des juristes,
pour les décortiquer, elle n'est pas simple. Il y a tellement de cas d'exemption, de cas spécifiques, voilà. Donc ça, il y a un vrai enjeu de communication. Et puis, il y a un vrai enjeu technique. Parce que ça nécessite des régularisations matérielles hein, sur des bulletins de paye, sur des déclarations, sur des soldes. Et ça, ça veut dire que nos équipes, les gens qui sont dans le webinaire aujourd'hui avec nous, et ceux qui le verront peut-être en replay, et demain, quand ils auront une demande d'un salarié, ils vont être confrontés au sujet. Donc, il va falloir l'expliquer, et puis après, il va falloir le mettre en œuvre. C'est-à-dire, quand le salarié sera sorti du bureau, il va falloir se mettre derrière son ordinateur, son clavier, sa souris, et puis commencer à réfléchir. Et c'est là que rentre en ligne, je dirais, peut-être notre partenaire, puisqu'ils sont présents avec nous aujourd'hui, ou si on s'appuie sur le bon partenaire, on est plus armé pour faire face à ça. Donc, on a déjà une partie pratico-pratique et technique qui est pas simple, mais qu'on nous allège, quoi. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on peut se concentrer pour une bonne réalisation et une bonne explication. Et on ne doit pas commencer par phosphorer et se triturer les méninges sur OK, comment je vais faire? Et puis, il va falloir que j'appelle, puis il va peut-être falloir qu'on fasse un développement. Enfin, voilà. Faut pas oublier qu'on vit dans un monde d'informatique et le bulletin de paye où on a la régularisation des congés, c'est que la phase finale. En amont, il a fallu produire tout ça. Donc, c'est vraiment un bon exemple de contextualisation. Après, les gros Big Bang, la DSN, je pense, alors maintenant, c'est derrière nous, mais la DSN a été vraiment un sujet extrêmement important des 10 dernières années. Et sincèrement, avec du recul, je pense qu'on ne peut pas dénigrer cette évolution. Typiquement, c'est un bon exemple parce que ça a fluidifié les productions, ça a fluidifié le travail dans les équipes. L'État, de son côté, globalement, a fait un bon boulot. Les éditeurs, et notamment le nôtre, ont fait un excellent travail. Et donc, c'est un Big Bang qui, au final, est bénéfique. C'est vraiment un exemple d'un Big Bang bénéfique. Ok, merci. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent. Et justement, on a une question de Bertrand qui te demande, dans les évolutions à venir, que pensez-vous de la réglementation européenne sur le renforcement de la transparence des rémunérations? Mon petit doigt me dit que je connais la réponse. Parce qu'on en a déjà discuté. Très clairement, c'est un sujet d'aujourd'hui, puisque en montant dans le TGV, j'étais sur ce sujet-là avec un partenaire. L'idée de cette réglementation, elle est fondée et elle s'explique. Les modalités de mise en œuvre ne sont pas encore connues. On a les grandes lignes, comme à chaque fois. Et c'est plutôt dans les mises en place que je m'inquiète. On a eu le cas sur BDESE, Index Égalité Pro, où les idées sont bonnes. Enfin, elles partent d'un bon sentiment et d'une bonne vision. Les modalités de mise en œuvre et les cas pratiques sont un peu plus inquiétants. Par contre, ça nécessitera un élément fondamental, c'est qu'une nouvelle fois, il va falloir arriver à bien marier la communication, la technique. On en revient à, oui, ça peut être une opportunité, sous réserve que techniquement, on l'ait bien maîtrisé, et sous réserve que la finalité pour nos employés, pour nos salariés, soit comprise. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de comparer le salaire de Manon et le salaire de Michael. L'idée, c'est d'avoir une transparence sur comment je vais rémunérer telle catégorie de personnes, les hommes, les femmes, l'ancienneté, etc. Il faut pas que ça devienne un concours ou un pugilat dans l'entreprise. L'enjeu, pour moi, va être plus en matière de communication qu'en matière technique. Parce qu'en matière technique, la base des outils existe déjà. Ça sera de la présentation après. Potentiellement, ça va avoir des vrais impacts. Pour prendre un métier que je connais bien, qui est le métier de la paye, on a typiquement des gros écarts de rémunération entre une entreprise de paye comme nous et une entreprise qui a un gestionnaire de paye en interne. Donc ça va également mettre en lumière, on a des différences chez les comptables, c'est un milieu que je connais bien également, entre un comptable en cabinet d'expertise comptable et un comptable en entreprise. Il y a des vrais écarts de rémunération. Et donc ça va mettre en lumière ces sujets-là. Je suis curieux de voir comment ça va être analysé par nos salariés. Affaire à suivre, donc. Affaire à suivre.
Merci beaucoup Bertrand pour votre question. Merci Mickaël évidemment pour ta réponse. Je propose de passer à la deuxième partie. Donc comme tu l'as dit juste avant, il y a beaucoup d'évolutions réglementaires, mais qui peuvent se transformer en opportunités. Donc les clés. Ouais, donne-nous les clés. Alors là, encore une fois, vous avez vu, on a enfoncé une porte ouverte. Conformité réglementaire égale sérénité réglementaire. Bon, jusque-là, on n'a pas... Mais les choses les plus simples sont les choses les plus vraies. Un des éléments de stress du quotidien d'un gestionnaire de paye, d'un gestionnaire RH, c'est faut que ma paye soit juste, faut que ma DSN soit juste, faut que mon bilan social soit juste, faut que mes soldes soient justes. Donc, en fait, on a une pression de par les obligations qui nous sont imposées. Si on met en œuvre une organisation interne, une organisation avec les bons outils, avec les bonnes personnes, avec les bonnes formations, ça veut dire que on va répondre à cette conformité. On va être là où on nous attend. Si déjà, on s'est éliminé cette pression-là, qui est une pression négative, on peut se concentrer sur une pression positive. C'est là que on va pouvoir se libérer un peu l'esprit et se dire, bon, ok, je sais que ma production de paye, ma production de DSN, ma production de BDES, elle est fiable. Donc déjà, je m'inquiète pas. Au pire, j'aurai 1, 2, 3 erreurs qui peuvent arriver, je vais les régulariser, mais ça sera pas, oulala, je risque d'avoir tout de faux. Donc déjà, d'arriver à se mettre en conformité et savoir que ce que l'on produit est conforme, on s'est dégagé de la sérénité, on s'est enlevé notre pression négative. Et puis, on a également des opportunités en gain de productivité, on va pas se mentir. Si on est serein, bah, ça veut dire, par exemple, un exemple tout bête, très pratico-pratique, j'ai 200 bulletins à contrôler, au lieu de les contrôler un à un, je vais faire des sondages pour mon contrôle sur des éléments clés de ma paye, et puis je vais passer à la suite en me disant, si j'ai oublié un élément variable sur une paye, bon, bah, je régulariserai le mois prochain. Donc voilà, donc l'idée c'est que on s'enlève une pression négative, et puis également on s'amène de la positivité, puisqu'on fait des gains de productivité. Productivité, il n'est pas neutre. On est en train de parler de conformité réglementaire. Notre métier de paye et de RH, malheureusement, est devenu un métier où on était concentré sur est-ce que je suis conforme, et on a oublié le cœur du sujet, qui est que dans ressources humaines, il y a humain. Les ressources humaines, ils sont là pour accompagner les salariés. Nous, on est là pour accompagner les ressources humaines qui accompagnent leurs salariés. Donc, quand le problématique, elle est de dire ma DSN a des problèmes, le salarié qui, lui, a un vrai problème avec son salaire, concrètement, il se dit, ouais, attends, et moi, mon problème. Donc, il y a également une opportunité de revenir sur notre métier et de mettre l'humain au cœur des ressources humaines, ce qu'on avait tendance un peu à perdre. Mais à perdre parce qu'on a une réglementation qui est un peu folle par moment. Donc, je pense que il y a vraiment, en travaillant correctement, il y a vraiment une opportunité qui est pas juste sur un PowerPoint ce jeudi matin à 11h23, mais qui est dans chacune de nos entreprises. Et du coup, ça me fait, je pense, un lien, si je me rappelle du PowerPoint avec le slide d'après. Oui, exactement. Absolument. Un lien avec, parce qu'il y a aussi un enjeu fort de marque employeur derrière. Tout à fait. La marque employeur est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Forcément, c'est à la mode, on va pas se mentir. C'est à la mode. Je pense que chez Parlons RH, on en parle souvent. On en parle. Ouais, voilà, c'est ça. La marque employeur, elle passe notamment par ce qu'on vient de dire avant. Quand on arrive à replacer l'humain au centre de l'entreprise, globalement, en termes de marque employeur, ça fait rêver tous les DRH. Pour ce faire, la conformité est importante. Quand, dans une entreprise, vous avez 25% de bulletins faux, pour parler des bulletins de salaire tous les mois, globalement, votre image de marque, elle est un peu écornée. Si vous utilisez un outil qui date de Mathusalem, qui n'est pas du tout user-friendly, comme on dit aujourd'hui, pareil, on travaille pas vraiment la marque employeur. Alors que quand on arrive avec des outils ou des process modernes, avec une simplicité d'utilisation, de prise en main,
et une conformité, là, globalement, on gagne, quoi. Et là, on apporte du plus, et là, on travaille notre marque employeur sur des éléments factuels. C'est-à-dire que c'est pas forcément de la communication, c'est vraiment du matériel. Quand un salarié n'a jamais à aller dans le bureau de la paye ou des RH pour dire j'ai un problème sur mon bulletin, hormis potentiellement, je sais pas, un oubli d'heure ou quelque chose sur un pointage, mais bon, ça c'est. Mais le salarié, il se sent en sécurité. Si en plus, il peut faire sa demande de congé le dimanche parce qu'ils ont regardé 7 à 8 le soir et qu'ils se sont dit avec monsieur ou avec madame, tiens, on va partir là-bas dans 15 jours, et qui fait sa demande de congé en direct à son supérieur, il y a un côté facile en fait dans la vie de tous les jours. Quand le salarié doit aller donner trois bulletins de salaire pour justifier d'une demande auprès d'un organisme, quand il a juste à sortir son téléphone, récupérer ses bulletins sur son coffre-fort, les transférer par mail, c'est quand même vachement plus simple que de devoir aller dans le bureau de la compta, demander à ce que l'on imprime, que ce soit mis sous enveloppe. Enfin voilà. Cette marque employeur, là, elle se travaille par vraiment des aspects très matériels. On n'est pas dans de la communication, on n'est pas dans de l'écologie, hein, on est vraiment dans du quotidien du salarié qui est le chaînon, le maillon final de ce que l'on est en train de parler. On a mis un petit attention quand même. Ça, on y tient. On a insisté. Attention. Ça veut dire que on reste en France. Et oui. Le user-friendly, c'est très facile à faire quand on fait de la paye aux États-Unis. Mais alors, les doigts dans le nez. C'est vachement moins facile quand on doit conjuguer une convention collective nationale et départementale, comme on a eu avec la métallurgie, et puis que l'État nous dit, en fait, on fait qu'une convention nationale, mais avec des spécificités territoriales. On est quand même dans un peu des grands délires dans notre pays. Et donc, un produit user-friendly, ok, il va être user-friendly poussé à l'extrême. Par contre, si du coup, on casse la partie qu'on évoquait avant de conformité et de sérénité réglementaire, il sert plus à rien. Il sert plus à rien. Donc, il faut arriver à trouver le bon outil adapté à la bonne situation dans la bonne entreprise. C'est un équilibre finalement. C'est un vrai équilibre. C'est un vrai jeu d'équilibriste et on est là un petit peu pour accompagner les clients là-dessus. Ouais, c'est ça. Alors, on va faire une nouvelle pause pour prendre vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions. Pour patienter, j'en ai une. Allez, soyons fous. Parce qu'on parle de conformité réglementaire. Quels sont les principaux risques en cas de non-conformité, justement? Oula, vaste sujet. Là, on va plomber l'ambiance là. Non, alors les risques, on a évoqué le risque salarié, qui est quand même un risque qu'on a au quotidien. Il est de deux natures. C'est un risque de contentieux, on l'évoquait tout à l'heure. Le contentieux, c'est vraiment le risque ultime. C'est, pendant X années, vous m'avez fait des bulletins faux, vous m'avez licencié à tort, je vais au tribunal, et là, on a tous vu passer certaines décisions de justice qui peuvent faire très mal. Donc, il y a un risque par rapport aux salariés qui est un risque contentieux avec un impact pour l'employeur. Il y a un risque avec le salarié qui est lié à la marque employeur, comme on vient de l'évoquer. Quand on n'est pas conforme, les salariés le savent, ils le ressentent au quotidien, ils en parlent à la pause café, et on va détériorer l'image de marque de l'entreprise. Et on va avoir également un autre effet, c'est qu'on va mettre sous stress nos équipes RH, nos équipes finance, nos équipes support, nos équipes d'encadrement, parce qu'ils auront un mécontentement de la base, entre guillemets, qui va dire « Attendez, c'est jamais juste, donc moi ça ne me va pas ». Et donc, on va mettre en situation de difficulté des gens qui veulent bien faire. Ça, c'est un autre risque qu'on n'évalue pas forcément. Mais mettre en difficulté un gestionnaire de paye parce qu'il a un outil totalement inadapté ou parce qu'il n'a pas forcément le bon accompagnement, on met une personne dans une situation de difficulté. Ça, globalement, c'est pas très positif. Et puis, bien entendu, on a un risque légal avec les organismes, avec notre cher État français. On connaît tous les redressements URSSAF, on connaît tous les redressements des différentes caisses, on connaît tous l'inspection du travail.
La conformité aujourd'hui est au cœur de leur discussion. Vous prenez un contrôle URSSAF aujourd'hui, la première chose qu'ils vous demandent, sortez-nous les décisions uniques de l'employeur pour la prévoyance, la mutuelle, etc. C'est du pur formalisme. C'est tout bête, c'est du formalisme. Mais il faut qu'il soit fait. S'il n'est pas fait, on se fait taper dessus. Il y a des risques qui sont réels. Un outil, on peut prendre des exemples sur des réductions de cotisation Fillon. Un paramétrage, on va dire, olé, pour employer un terme gentil, peut conduire quand même à des situations très délicates. Quand on commence à avoir des redressements à coût de dizaines, de centaines, voire de millions d'euros, c'est difficile à aller expliquer quand on va au comité de direction et puis qu'on dit, ah oui, au fait, le dernier contrôle, il nous a coûté 300 000. Mais sinon, ça va. Voilà. Donc non, il y a un vrai risque de ce côté-là. Typiquement, pour revenir sur la question de tout à l'heure de Bertrand, la transparence des salaires, on va être en plein au milieu. On va être contrôlé sur ces sujets-là. Donc, bien travailler la conformité, c'est quand même vachement important. Merci beaucoup pour cette réponse. On a une question de Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Fabien. Qui se demande quels seront les futurs outils indispensables pour la gestion du personnel dans l'avenir. Alors, on a un phénomène qui est quand même déjà bien entamé sur tout ce qu'on appelle les systèmes SIRH. Donc, c'est la dématérialisation d'un certain nombre de procédures et de process au sein de l'entreprise. Celui qu'on connaît tous, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure avec la gestion des demandes de congés ou encore le dépôt dans un coffre-fort des bulletins de salaire. Ça va être amplifié. On a quand même des sujets de fond sur les entretiens annuels, sur le suivi de la formation, sur le suivi des rapports légaux. L'État va de plus en plus appuyer là-dessus. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Donc, les entreprises vont devoir s'équiper pour. Aujourd'hui, on l'a tous vécu, gérer des entretiens annuels dans une entreprise avec du papier, c'est possible, ça fonctionne très bien. Quand vous commencez à le faire pour 400 personnes, ça se tend un petit peu. C'est pareil, faire le plan de formation, faire tourner des tableurs Excel pour valider les budgets, c'est bien, mais si on a un outil qui centralise tout ça, c'est mieux. Tous les rapports légaux, un bon outil pour faire de la BDESE ou de l'index égalité pro, ça fait gagner du temps en RH. Je pense que ces outils-là vont devenir, et je pense que le terme est bien, vont devenir indispensables. Alors, c'est toujours pareil, ça ne sera pas forcément indispensable dans une TPE de 4 personnes, on est bien d'accord. Mais dès qu'on aura un minimum de structuration dans l'entreprise, ça va devenir des outils qui seront au cœur de nos sujets. Ok, super. Merci beaucoup. Il y a une question de Marinette qui demande, je ne sais pas si ce sujet était prévu, mais j'aimerais connaître les opportunités stratégiques concernant la RSE. On n'avait pas spécialement prévu le sujet, mais d'une certaine manière, si je reviens sur ce qu'on évoquait en termes de marque employeur, on est quand même dans une notion de RSE. On n'est pas sur l'écologie, on n'est pas sur l'économie d'énergie, mais on est sur le bien-être au travail. On est sur quels sont les outils qu'on met en place pour faciliter la vie de nos salariés. On est sur quels sont les outils qu'on met en place pour assurer nos salariés de la conformité de ce que l'on déclare. La DSN a des impacts. Aujourd'hui, on a des organismes de retraite qui nous demandent de faire des régularisations sur des périodes d'il y a 10, 15, 20 ans parfois, parce que historiquement, les déclarations n'étaient pas bien passées. Aujourd'hui, on sait qu'avec une DSN bien paramétrée, nos salariés, le jour où ils partiront à la retraite, ils auront leurs droits. S'ils ont de la pénibilité, ça aura été transmis dans la DSN et ils auront droit à leur réduction de trimestre. Voilà, on a un certain nombre d'éléments qui sont en fait intégrés dans la RSE, mais on le met pas forcément en avant. Ça aussi, on a un travail, on en a parlé avec certains de nos clients, on a un travail là-dessus pour expliquer dans la démarche RSE que ça passe peut-être tout simplement par le bon outil de gestion des demandes de congés. Ça passe par la sécurisation de la remise des bulletins de salaire, puisque un coffre-fort, c'est avant tout ça. C'est qu'on est sûr que le bulletin, il traîne pas, qu'il n'est pas perdu par la poste ou autre. Donc, ça a quand même un aspect RSE. Okay. Et puis, d'être conforme à la réglementation. Moi, je pense qu'on peut également en mettre dans le cadre du RSE. Une entreprise qui dit, voilà, moi, je respecte parfaitement la réglementation, je fais ce qu'il faut. Globalement, je pense que c'est pas mal. Ok.
Merci beaucoup Marinette et Fabien pour vos questions. On a une question d'Estelle. Je vous propose de passer à la troisième partie et ensuite de revenir sur pas de les problème, questions. elle saura bien la question d'Estelle. Ouais. Estelle, on prendra votre question juste après, mais comme le temps file, il faut passer dans le vif, faut rentrer dans le vif du sujet et parler des meilleures pratiques, de comment est-ce qu'on fait concrètement pour rester conforme tout en étant user-friendly, comme tu disais. Comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre dis-nous tout. Alors, l'idée, c'est de trouver la synthèse entre ce qu'on a évoqué dans les deux précédentes parties, en fait. C'est de dire, on a des contraintes, on a des obligations, mais on a également des opportunités et des enjeux. Comment on marie tout ça? Et du coup, on en revient à l'objet de notre webinaire, de dire comment on transforme ça en opportunité stratégique. C'est de trouver la bonne alchimie entre les outils, d'une part, les hommes, d'autre part, et les outils et les hommes. Pour ceux qui se rappellent, il y a une fois, il y avait Jean-Claude Van Damme qui avait dit 1 et 1, ça fait peut-être pas 2, ça fait peut-être 11. Il s'est trompé sur un truc. 1 et 1, ça fait 3. Les outils, les hommes, l'alchimie entre les outils et les hommes. Et là, on y est. Et là, on est au cœur de comment on va transformer nos contraintes en opportunités stratégiques et en croissance et en amélioration continue, et comment on va intégrer tout ça dans la RSE. On modernise le process RH, premier élément dont on parle. Moderniser le process, ça va permettre de simplifier la vie des salariés, on l'a dit, et ça va permettre de simplifier la vie des RH et des producteurs et des gens qui sont en support. Ça veut dire que on s'enlève de la pression négative d'une tâche rébarbative, d'une tâche complexe, d'une tâche à risque, pour se concentrer sur des tâches qui ont de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée pour qui? Pour les entreprises, d'une part, et pour les salariés de l'entreprise, d'autre part. Donc vraiment, d'utiliser le bon outil avec le bon process au bon endroit, on gagne en productivité, on gagne en sérénité, on gagne en simplicité, enfin, on n'a que du plus. Et puis en plus de ça, on sait qu'on va être conforme. Donc le jour où on a un contrôle, le jour où on doit rendre des comptes, on se dit, ok, j'ai qu'à ouvrir les sujets et on va mettre une petite croix. Ok, check. Chez eux, ça roule, c'est carré, c'est conforme. On va travailler au développement de la marque employeur. Là, on a un enjeu derrière. L'enjeu, c'est l'adhésion des gens. On prend toujours un exemple quand on travaille avec un nouveau client, suivant d'où vient la demande de contact. Si par exemple ça vient d'une direction générale, on dit ok, est-ce que vous en avez parlé à vos équipes de votre projet? Oui, très bien. Non, on dit ça serait bien qu'autour de la table on ait votre RH, votre gestionnaire de paye, peut-être un ou deux de vos salariés, si vous avez des représentants du personnel ou autre. Alors, en général, les gens nous regardent avec des grands yeux. Et on leur dit, mais en fait, si vous lancez un projet d'envergure et que vous n'associez pas les gens qui vont être le maillon final, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire tous les projets que vous voulez, il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas d'adhésion, le projet ne fonctionnera pas. Et donc, c'est votre marque employeur qui va en pâtir, c'est vos fonctions support qui vont en pâtir, enfin, ça va être un ensemble. Donc, l'idée, c'est vraiment de montrer qu'un outil, qu'un process, bien mis en œuvre peut rendre la vie facile aux gens sur un sujet qui ne l'est pas à la base. Mais clairement, c'est ça. Et si on rend la vie facile aux gens, on n'a que des opportunités devant nous. Parce qu'on va libérer du temps à nos équipes support pour accompagner mieux. Parce qu'on va libérer du temps également à nos salariés qui auront moins de contraintes administratives et qui vont pouvoir peut-être plus se concentrer sur leur travail. Voilà, on a un petit élément mais qui peut avoir des répercussions dans toute l'entreprise. Un salarié qui n'a pas à quitter son poste pour aller chercher son bulletin de paye en papier, c'est un salarié qui peut peut-être avoir un peu plus de temps pour réfléchir sur sa fonction, sur ce qu'il fait, etc., ou participer à une vie spécifique dans l'entreprise, associative, d'entrepreneuriat, je ne sais pas, il y a beaucoup d'idées là derrière. Mais c'est vraiment
très très important de voir que c'est une alchimie fine entre tout ça qui va permettre de transformer les contraintes en enjeux. Et puis après, c'est la manière de communiquer. Si on communique à nos salariés en disant, bon, bah voilà, on nous oblige à avoir un coffre-fort électronique, donc on va prendre un coffre-fort électronique. Globalement, le message, il est quand même vachement différent de si on présente en disant, on va vous apporter un outil qui vous permet d'avoir accès en direct à tous vos bulletins, qui vous permet de stocker des documents personnels, etc., etc. Donc, de vous apporter un plus. La présentation est quand même pas la même, quoi. Et donc, l'adhésion et la finalité sera complètement différentes. Et si on le présente bien, qu'on a bien mis en œuvre, dans ce cas-là, c'est même plus une opportunité, c'est carrément un gain. On a passé le stade de dire la contrainte était une opportunité. Non, la contrainte, elle est devenue un gain pour moi dans l'entreprise. J'ai plus imprimé les bulletins, j'ai gagné du temps. Mes salariés, ils sont contents de plus avoir à traverser toute l'usine le matin pour venir chercher le bulletin. Je prends cet exemple-là parce qu'il est marquant, puis c'est un exemple de tous les jours. Mais voilà, c'est vraiment important. Okay. Le temps file, il faut m'arrêter, n'hésite pas. Tu peux continuer un petit peu. Non, ben, je pense qu'on a fait le tour. On va peut-être passer aux questions. On avait 2-3 questions en stock, hein, c'est ça. Tombe bien, comme ça, il nous reste pile le temps de prendre les questions. Donc, je propose de commencer avec la question d'Estelle qu'on a fait patienter tout à l'heure. Donc, Estelle demande quelles sont les prochaines évolutions réglementaires qu'il faut anticiper à votre avis? Bonne question. La principale, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est la transparence sur les salaires. Après, on a quand même des signaux compliqués en ce moment sur la paye pure. Là, on revient un peu sur la paye, où on a un ministre qui, il y a quelques semaines, nous envoie un bulletin simplifié sur X un matin à 8h en disant voilà le bulletin de paye français dans les prochaines années. OK. Et puis, ben, forcément, hein, on n'a rien d'autre que cette jolie publication X. Et puis, cette semaine, on a un autre retour d'un groupe de travail qui a travaillé pour l'Assemblée nationale, qui veut refondre la réduction Fillon. Donc, potentiellement, on a un sujet vraiment pratico-pratique de paye avec des évolutions de réglementation, avec des trucs, on ne sait jamais trop ce qui peut sortir de leur panier. Hein. On peut avoir des exemples très précis d'aberrations administratives du type la dernière réduction de charges sur les cotisations salariales, il fallait que ce soit écrit en bas de bulletin dans un caractère 1,5 fois supérieur au caractère du reste du bulletin. Donc voilà, enfin, on doit faire face à ce type de contraintes réglementaires qui sont aberrantes. Donc je pense qu'on va avoir une grosse évolution sur les réductions Fillon et sur les salaires en général, parce qu'il y a quand même une pression, on l'a vu, la presse ne fait qu'en parler, nos représentants politiques ne font qu'en parler, donc on va avoir un effet sur le SMIC, sur les cotisations. Faut pas rêver, ça arrive. Et après, on va avoir des effets plutôt, je pense, sur la phase vraiment post-production, avec de la BDESE renforcée, des index égalité renforcés, la transparence sur les salaires. Ça va descendre dans des couches inférieures d'entreprise. On va descendre dans des niveaux d'entreprise plus petites. C'est vraiment pour moi les enjeux qui arrivent demain. Ok, merci beaucoup. Merci Estelle également pour votre question. On a une autre question de Rachida qui te demande quel est ton top 5 des outils pour gérer les entretiens annuels? Le top 5 des outils. Il n'y aura pas de top 5 parce que pour moi, il y a 3 outils principaux. Donc un top 3. Ouais. Ça sera un top 3. Il y a le module de MySilay des entretiens annuels qui est en ligne à partir de cette semaine et qui a été très bien construit par Silay. Donc pour le coup, vraiment, vraiment top. Nous travaillons également avec le module de Lucas, hein, qui est un SIRH complet. Et puis il y a une petite structure française qu'on aime bien, qui ont fait du très bon travail, qui s'appelle Empowill, qui est vraiment dédié qu'aux entretiens. Ils ne font rien d'autre que ça. Ils font des entretiens, de la formation et de la GPEC. L'outil est extrêmement bien construit. Il est, pour le coup, vraiment user-friendly, mais avec un fond stable. Donc, je dirais top 2, Silay et Empowill, clairement. Et Lucas. Et Lucas. Moi et Lucas. Top 3. Top 3. Merci beaucoup. Merci Rachida pour votre question. On n'a plus de questions pour l'instant et moi j'ai encore 2 questions pour toi. Oula. Et oui.
Et prépare-toi parce que c'est du lourd. Ouh là 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 là. Non, en Dis-moi réalité, tout. c'est les questions traditionnelles de fin de webinaire Parlons RH. Donc, le coup de com et le coup de cœur. Je te laisse commencer par ton coup de com. Le coup de com'. Ah, le coup de com', le coup de com'. C'est un vieux coup de com', mais qui est récurrent chez moi. Nous sommes partenaires d'un club de foot américain de ma ville d'origine, Thonon-les-Bains, depuis 10 ans maintenant, depuis la création d'XO, qui a la particularité d'être un très grand club dans une petite ville. Thonon, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est au nord de la Haute-Savoie, au bord du lac Léman. Il y a 40 000 habitants, donc c'est pas bien grand. Et pour autant, il y a un club qui est 4 fois champion d'Europe, 6 fois champion de France, d'un sport pas très connu, mais quand même assez réputé, notamment en Europe. Et il y a un staff, il y a une équipe qui est absolument incroyable et qu'on pourrait prendre en modèle pour beaucoup d'entreprises. Parce que du receveur jusqu'au président du club, tout le monde est engagé, tout le monde est à fond, tout le monde co-construit, tout le monde cherche à optimiser et ça se fait en plus dans une ambiance incroyable. Donc ouais, ça c'est vraiment le coup de com'. Super, merci beaucoup. Et ton coup de cœur? Le coup de cœur. Ah, le coup de cœur, on est en rentrée, on l'a dit tout à l'heure, hein, tout le monde court. Là, on est, ça y est, on sent que les vacances sont terminées, tout le monde est à fond. Le coup de cœur, c'est un petit retour au calme. C'est un temple dans la ville de Kyoto, au Japon, qui s'appelle le Temple des Mousses, le Saiyoji, que j'ai eu la chance de visiter au mois de juin. C'est sur réservation, c'est un peu compliqué d'accéder à ce temple-là. Et il a la particularité d'avoir conservé une activité spirituelle. C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de casser l'aspect commercial pour garder une vie spirituelle. Et donc les visites sont extrêmement restreintes, c'est 30 personnes par heure, sur un temple qui fait plusieurs hectares, hein, donc c'est vraiment pas beaucoup de gens. Et il se dégage un calme comparé aux autres temples. Il se dégage un calme et un bien-être absolument incroyable. Et accessoirement, ça s'appelle le Temple des Mousses parce que il a été régulièrement inondé et c'est un endroit de biodiversité en matière de mousse absolument incroyable. Il est unique sur Terre. Donc c'est un ensemble. Et je dirais que quand il y a des moments de tumulte, là, comme cette rentrée des classes, ça fait du bien de revenir un petit peu au calme et à la nature. Ça donne envie de repartir en voyage. On est d'accord, on est d'accord. Merci beaucoup, Mickaël, pour ta Merci présence à toi. aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation et votre présence également. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Merci à tout le monde. À bientôt. Au plaisir.